Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, qui va s'intéresser à la pratique médicale à la fin du Moyen-Âge en Occident. Il faut bien admettre qu'à cette époque, peu de progrès avaient finalement été réalisés depuis Galien, voire beaucoup de choses avaient même été oubliées. L'art médical avait à cette époque une double fonction, thérapeutique et préventive, que Vincent de Beauvais, que l'on voit ici, et que je vous ai présenté dans une précédente vidéo, résumait ainsi. La médecine est la science qui protège le corps ou le remet en bon état. Elle s'applique aux maladies et aux blessures. À cette science se rattachent les soins apportés par les médecins, le régime des aliments et des boissons, toutes sortes de protections, défenses et fortifications du corps, par lesquelles celui-ci est préservé des coups et des accidents prévenant du monde extérieur. À l'exemple de cette définition, la médecine restait donc rudimentaire, tant dans le diagnostic que dans le traitement. Il n'existait de plus aucune nosologie, le symptôme était la maladie. La clinique se résumait à l'observation du malade, à l'apparition de la fièvre et à la qualité du pouls, et non à sa fréquence, et enfin à l'analyse visuelle des urines, ce qui permettait des diagnostics à distance. L'anatomie, malgré quelques dissections, au début du XIVe siècle, comme nous l'avons vu, restait celle de Galien, tout comme la physiologie générale, basée sur la théorie des 4 humeurs, plus une 5e avec Arnaud de Villeneuve et son fluide vital spiritus, et la théorie des tempéraments, développée par Galien. En thérapeutique, la théorie du contraria contraris prédominait. Elle se résumait le plus souvent aux saignées, notamment en cas de pléthore, qui se faisait en différents endroits, selon des conditions astrologiques et des considérations cliniques qui nous échappent aujourd'hui. En effet, pour un effet révulsif, elle était pratiquée au voisinage du mal, mais par contre à distance pour créer une dérivation humorale. Les ventouses, les scarifications, les cautérisations et autres techniques parfois étranges, comme la fontanelle, c'est-à-dire l'incision et l'introduction d'une fève dans la plaie, complétaient la panoplie thérapeutique. Sans oublier bien sûr les clystères, les vomitifs et purgatifs, dont le but unique était de rééquilibrer les humeurs. À Paris, ou à Sienne, comme on le voit sur cette illustration, le régime alimentaire était aussi à la base de la thérapeutique. À l'hôpital, chaque malade disposait pour cela d'un pot et d'un plat, que l'on voit ici en second plan. L'hygiène et les bains, quoi qu'on en pense, étaient également fondamentaux, et on pouvait même coupler hygiène et régime alimentaire. On souligne aussi l'importance de la botanique dans la thérapeutique, toujours d'ailleurs sous l'influence de Pline et de Dioscoride, mais avec néanmoins un début de critique, à l'exemple de Nicolas Léoniceno, qui sera le professeur de Paracels, dont nous reparlerons, et dont les principes de vie et d'hygiène ne devaient pas être si mauvais, car il vécut presque centenaire. L'ésotérisme gardait toujours une bonne place avec l'astrologie, mais aussi le culte des reliques, les amulettes, sans oublier des thérapeutiques insolites, comme la corne de rhinocéros ou de licorne, ou la poudre de momie. La place de la chirurgie était limitée, à l'exemple de la chirurgie de la pierre. Des opérateurs ambulants, situés le plus souvent au bas de l'échelle sociale, parcouraient les villes et les villages pour opérer vessies, hernies et cataractes, souvent d'ailleurs au risque du malade. Un chapitre particulier concerne néanmoins la chirurgie de guerre, où l'amputation était reine. Nous l'aborderons en parlant d'Ambroise Paré. Les honoraires des médecins étaient variables et volontiers inversement proportionnels à leurs compétences. La profession n'était par ailleurs pas toujours estimée, à l'exemple de Pétrarque, qui haïssait les médecins, mais qui avait mal choisi sa cible en s'attaquant à Guy de Chauliac, un des plus grands médecins de son époque. Ce discrédit collectif envers le corps médical n'était en effet pas toujours justifié, car quelques esprits rationnels et scientifiques, comme ce Chauliac dont nous venons de parler, et que l'on voit ici bandant la jambe du pape Clément VII sur une toile d'Ernest Borde, mais aussi au Mondeville, annonçaient la Renaissance. Il existait néanmoins de nombreux charlatans. Ces derniers, en l'absence de traitement véritablement efficace,
ne devaient néanmoins sans doute pas être beaucoup plus dangereux que les médecins sortis des facultés que nous avons vus dans les vidéos précédentes. Il faut en fait surtout insister, dans ce regard sur la médecine à la fin du Moyen-Âge, sur le lien étroit qui unissait corps et esprit, corollaire de la relation que l'on établissait au XIIe siècle entre maladie et péché, et à l'assimilation de la maladie au châtiment divin. Nous verrons l'importance de cette notion avec la lèpre. Les états morbides marquaient en effet la possession par le mal, en la personne du malin, ce dont rendent compte de multiples métaphores animales, encore utilisées aujourd'hui à l'encontre de certaines maladies, comme le loup lupique ou le faciès léonin de la lèpre. Les animaux évoqués, le loup, le léopard, le taureau mugissant, les bêtes venimeuses ou le singe, comme ici, étaient souvent en rapport symbolique avec le diable, l'enfer ou l'angoisse d'être dévoré, caractéristique de la mentalité du Moyen-Âge. Cette notion permet de comprendre la prépondérance des affections destructrices dans les écrits et les œuvres du XIIe au XVIe siècle, comme les plaies, les ulcères, les abcès et autres lésions de même nature. C'est aussi cette présence infernale que les médecins systématisaient sous la forme d'humeurs pécantes et qu'ils tentaient de chasser à grand renfort de laxatifs, de saignées, d'émétiques ou de suppurations provoquées. Dans le même temps, la maladie était aussi fréquemment perçue comme une marque de Dieu, une présence divine, dont s'enorgueillissaient parfois les malades, à l'exemple de ceux atteints du feu de Saint-Antoine, que nous allons voir plus loin, ou de lèpre, que nous verrons la semaine prochaine. À partir du XIIe siècle, on reconnaissait d'ailleurs le Christ dans ces malades d'aspect repoussant comme les lépreux, avec l'idée d'une identification entre le corps malade et le Christ crucifié. La maladie revêtait dès lors une triple signification. Elle était la conséquence du péché originel ou d'une faute commise par le sujet et représentait donc une victoire des puissances du mal. Elle était aussi un châtiment de Dieu et une marque de sa présence. Elle était enfin participation à la croix, expiation, purification, occasion de salut, instrument d'une réintégration morale, première étape vers une réinsertion complète et effective, notamment sociale. On peut aussi avancer que si les médecins s'intéressaient tant à la surface des corps, sans jamais chercher à connaître les profondeurs de l'organisme, c'est parce que disséquer, ouvrir, opérer, revenait à disséquer, ouvrir ou opérer le corps du Christ, et c'est en cela que la religion a freiné les dissections. Cette compréhension irrationnelle de la maladie était assez répandue parmi les praticiens. Si certains, comme Henri de Mondeville, critiquaient cette conception, la plupart demeuraient attachés à des pratiques surnaturelles. Tous, d'ailleurs, reconnaissaient le pouvoir guérisseur des rois de France sur les écrouelles. La pathocénose au Moyen-Âge était très riche, mais parfois difficile à apprécier à cause de problèmes de description, sauf pour les deux grands fléaux de l'époque, la lèpre et la peste, qui feront l'objet de prochaines vidéos. Beaucoup d'autres maladies touchaient les populations rurales comme urbaines, volontiers fragilisées par la malnutrition et les carences alimentaires. Les ouvrages médiévaux se rejoignent néanmoins sur un point. Les lésions cutanées y étaient incontestablement les plus représentées et les plus étudiées. Blessures, plaies, ulcères, tuméfactions de toutes sortes parsèment en effet le cours de nombreux écrits et de nombreuses illustrations. On peut avancer plusieurs explications à cette représentation préférentielle. La première découle de ce que nous avons dit plus haut. Le corps malade était le siège de l'intervention diabolique et divine, un lieu d'affrontement entre forces du bien et puissance du mal. La maladie se devait donc d'être ostentatoire, puisqu'elle était l'expression de la punition, mais aussi de la clémence divine, d'où la surreprésentation des pathologies cutanées. La seconde raison tient à la réalité, au contexte économique et social, à une époque où l'hygiène corporelle et alimentaire était tout à fait insuffisante et où la pauvreté prédominait. Le mode de travail, surtout manuel, favorisait également ce type de lésions, majorées par la promiscuité et la dissémination d'agents pathogènes, à l'exemple de la gale. Autre explication, tous les chirurgiens, à l'exception peut-être d'Henri de Mondeville, affirmaient qu'en vertu du principe de suppuration louable, il convenait de laisser macérer les plaies, donc source de surinfection. La dernière raison apparente de cette prééminence
des affections cutanées est liée à l'insuffisance des techniques médicales. Les médecins à qui les profondeurs du corps malade étaient inaccessibles voyaient en effet dans les abcès et suppurations de toutes sortes l'expression indirecte du déséquilibre hormonal. Comme l'urine et la saignée, la peau était donc un moyen d'investigation, le reflet d'un mal profond dont il n'existait pas d'abord direct. Parmi ces lésions cutanées, le groupe des fièvres dites éruptives, parmi lesquelles la variole, la rougeole, qui était désignée à l'époque sous le nom de morbillie, qui signifiait petite peste, et ce qui sous-entend sa gravité, ou enfin la scarlatine. Autant de maladies entre lesquelles la différence n'était pas bien faite, malgré les travaux de Rhazès que nous avons évoqués. Peut-être à l'origine de l'épidémie de peste dite antonine, du IIe siècle, la variole, originaire d'Orient, se répandit à 6 reprises en France entre 541 et 996, avant de rejoindre les régions méditerranéennes au XIIe siècle et d'y rester à l'état endémique, puis d'atteindre le Nouveau Monde où elle décima les Aztèques et les Incas. Cette maladie, quand elle ne tuait pas, ce qui était le cas une fois sur 3, laissait pour un autre tiers d'affreuses cicatrices sur le visage, ce qui lui valut le nom de picote ou de petite vérole. La variole était si redoutée qu'un enfant qui ne l'avait pas eue n'était pas considéré comme un héritier potentiel, et 3 rois de France moururent de cette maladie, Dagobert, Hugues Capet et Louis XV. Autre maladie, atropisme cutané, répandue à l'époque, et notamment chez les marins et les militaires, citons le typhus, qui tua notamment Saint-Louis à Tunis et qui toucha de nombreux croisés. Après une accalmie, il fut ensuite fait mention du typhus pendant le siège espagnol de la ville-mort de Grenade en 1489. La chronique qui fut faite de cette épidémie, due à Rickettsia provazeki, et qui est transmise par les poux, décrit bien les symptômes et l'évolution de cette maladie. Fièvre, taches rouges sur les bras, le dos et le thorax, évolution vers le délire, gangrène, plaies, puanteur et enfin décomposition des chairs. Durant cet épisode andalou, les Espagnols perdirent 3000 hommes au combat, ce qui est peu finalement au regard des 17 000 morts du typhus dans le même temps. Ce ratio sera d'ailleurs le même dans de nombreux conflits jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en passant par les guerres napoléoniennes, et notamment pendant la retraite de Russie, mais également pendant la guerre de Crimée, la guerre de Sécession, ou bien la guerre 14. Tout au long du XVe siècle, et même au-delà, le typhus s'invita aussi dans les prisons, un terrain d'élection tant les cachots malsains et crasseux étaient infestés par les poux. On le dénommait alors fièvre des geôles ou fièvre des prisons. Nous aurons donc l'occasion d'en reparler. L'appareil locomoteur était également fréquemment atteint dans son intégrité, du fait de paralysie, de boiterie, notamment post-traumatique, de déformations rachidiennes, notamment à cause de la tuberculose, le classique mal de pote. Fractures et luxations et autres infirmités étaient individualisées depuis longtemps. Entre ces deux pôles d'intérêt, visibles à l'œil nu et sur la simple observation, le reste de la pathologie était envisagé globalement sous le registre « autres maladies ». Il n'existait en effet aucune spécificité terminologique. La pathologie, exprimée en termes vagues et génériques, était réduite à quelques symptômes généraux en commençant par la fièvre. Ou alors, la maladie était nommée plus précisément à l'exemple du cancer, ou squire, de l'hydropysie, de la goutte ou de l'épilepsie. La plupart de ces entités cliniques ne correspondent néanmoins pas toujours à ce qu'elles représentent aujourd'hui. En effet, la moindre convulsion à l'époque était volontiers étiquetée épilepsie. Mais notre nosologie actuelle permet toutefois de décrire certaines de ces maladies générales comme l'ergotisme. Appelé aussi Feu de Saint-Antoine, du nom de l'hôpital fondé en 1095 à Saint-Antoine-en-Viennois, petit village de Dauphiné, situé entre Valence et Grenoble, et de l'ordre qui y naquit, progressivement au cours des XIIe et XIIIe siècles, autour de la relique de Saint-Antoine rapportée de Constantinople. Une fraternité laïque d'hommes et de femmes fut d'abord fondée pour soigner les pèlerins qui se pressaient en grand nombre pour vénérer ces reliques. La réputation d'efficacité des soins de cette communauté, sans doute liée à une bonne alimentation, nous verrons pourquoi après,
attira de plus en plus de monde, et en un siècle, elle dirigera une centaine d'hôpitaux en dehors du Dauphiné, allant jusqu'en Espagne, en Allemagne et en Italie. Parmi eux, le monastère des Antonins d'Issenheim, situé sur une ancienne voie romaine menant des pays germaniques par Bâle vers les lieux de pèlerinage traditionnels du Moyen Âge, Rome et Saint-Jacques de Compostelle. C'est pour son hôpital que fut en effet commandé et réalisé le retable, dont la contemplation par les malades participait au traitement, selon le schéma dualiste du combat entre le bien et le mal que constituait la maladie que nous avons évoqué. Ce retable, constitué d'un ensemble de plusieurs panneaux peints articulés autour d'une caisse centrale, composée de sculptures consacrées à saint Antoine, et qui se trouve actuellement au musée d'Unterlinden de Colmar, ornait le maître-autel de l'église. Il fut l'œuvre de deux grands maîtres allemands du gothique tardif, le peintre Matthias Grunwald, pour les panneaux peints, dont il constitue d'ailleurs le chef-d'œuvre, et Nicolas de Haguenau, pour la partie sculptée, entre 1490 et 1500. Ce retable donne une incroyable représentation de cette maladie. On voit en effet dans le coin inférieur gauche du cœur du retable un personnage aux pieds palmés, au ventre gonflé et à l'extrémité des membres rongés qui semble personnifier la maladie causée par l'ergot de seigle. Une autre interprétation y voit néanmoins des signes de la syphilis qui commençait à apparaître et peut-être de la peste à cause de la tête rejetée en arrière et de l'attitude convulsée pouvant indiquer une crise d'épilepsie. À l'appui de ces dernières interprétations, on peut en effet noter que sont également représentés dans ce retable saint Sébastien, protecteur contre la peste, et saint Jean-Baptiste, protecteur des épileptiques. Ces errements diagnostiques, valables pour beaucoup d'autres descriptions de maladies au Moyen Âge, posent la question de la nature du mal des ardents. Il est en effet probable que l'on désignait par ce nom des affections différentes pouvant régner épidémiquement et présenter des symptômes similaires, mais qui frappèrent beaucoup les contemporains. Des chroniqueurs médiévaux donnèrent néanmoins des descriptions assez concordantes de la sémiologie de cette maladie, qui commençait par des maux de tête, des vertiges, des hallucinations et des tremblements, et qui évoluait en provoquant des douleurs atroces dans les membres. Une gangrène sèche apparaissait ensuite au niveau des membres, du visage et des organes génitaux. Un véritable feu intérieur consumait les corps et finissait même par détacher les membres gangrénés après d'atroces souffrances et des sensations de brûlure. D'où les noms de feu de saint Antoine, mais aussi de feu sacré, de mal des ardents et même de peste de feu, car il se propageait comme une véritable épidémie. Ces symptômes étaient par ailleurs associés à des troubles psychiques sous forme d'hallucinations, de délire et d'agitation extrême. On ignora longtemps la cause de cette affection qui survenait surtout en période de famine, en été, au moment de la nouvelle récolte, et qui guérissait souvent quand le malade se rendait en pèlerinage, loin de la source de pain de son village. En effet, les farines de seigle de mauvaise qualité en étaient la cause, mais elles ne furent rendues responsables de cette maladie particulière qu'en 1676 par Denis Dodart, lors d'une communication à l'Académie royale des sciences, puis par François Quesnay, le médecin de la Pompadour, qui s'intéressa à la gangrène des Sologneaux. La cause de cette maladie est aujourd'hui identifiée comme étant un champignon rouge du seigle, l'ergot, qui passait au travers des mailles des tamis trop larges et qui se développait en cas de fort taux d'humidité. Lié à la présence d'un alcaloïde précurseur du LSD et nommé ergotamine, qui sera découvert en 1918, et responsable d'une vasoconstriction artérielle, d'où la nécrose, l'ingestion de pain fabriqué avec ce seigle avarié était ainsi responsable d'intoxications collectives qui se répandaient comme une traînée de poudre au sein de la population puisqu'elle mangeait le même pain. Parmi les épidémies les plus célèbres de mal des ardents, citons celle de Paris en 945, dont la relation la plus ancienne est celle de Flodoard, du Limousin en 994, qui fit invoquer saint Martial de Limoges, ou celle de Cambrai en 1129. Cette maladie se prolongea jusqu'en 1315, voire au-delà car elle fut probablement à l'origine de nombreux bûchers pour sorcellerie, notamment aux États-Unis, la symptomatologie comportant, comme nous l'avons dit, des hallucinations. Citons aussi parmi les maladies fréquentes de la fin du Moyen Âge, les dysenteries,
responsable d'une importante mortalité infantile, maladie qui tua d'ailleurs les 4 fils de Childéric. Citons également le trachome qui rendit aveugle nombre de croisés, et bien sûr les blessures surinfectées qui échappaient volontiers aux connaissances des médecins, comme le montre cette illustration tirée du manuscrit des faits de Monseigneur Saint-Louis, représentant le jeune Raoul, dont l'infection du pied gagna la cuisse. Raoul consulta maître Henri de Perche, grand chirurgien et moult renommé, lequel n'en voulut nullement prendre la cure en charge, mais lui conseilla d'attendre l'aide de Dieu, qui était et est le souverain médecin. L'intercession de Saint Louis, auquel on doit d'autres miracles, soigna bien sûr la gangrène de ce pauvre Raoul. Si la malnutrition touchait la majeure partie de la population et favorisait ces pathologies, la gloutonnerie des milieux aristocratiques favorisait la goutte ou podagre, le diabète et l'éthylisme, source d'hypertension artérielle, mais aussi d'insuffisance cardiaque, avec la classique hydropisie, et surtout d'apoplexie, comme celle qui emporta Pépin le Bref, Louis VI, dit le Gros, et Louis VII. Étonnamment, le corps médical ne se préoccupa pas ou peu de la folie, alors qu'elle était largement représentée dans la littérature non scientifique. Cette contradiction tient du fait de l'absence de moyens thérapeutiques offerts aux médecins pour lutter contre cette maladie, et d'autre part à la facilité que l'on s'accordait pour diagnostiquer la folie, volontiers synonyme de possession, et dont la frontière avec la sorcellerie, comme nous l'avons vu, était assez floue. Mais les maladies de la fin du Moyen-Âge qui laissèrent le plus de traces dans la mémoire collective furent sans contestation la lèpre et bien sûr la peste noire. Kistomède, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, vous propose d'aborder dans de prochaines vidéos.